On va tout de suite donc commencer à partager une première expérience passionnante dans le domaine de la culture et du patrimoine. Elle concerne le théâtre antique d'Orange et des méthodes de calcul pour l'archéologie. On se régale d'avance. J'ai invité à me rejoindre Emmanuel Rosso, qui est professeur à Sorbonne Université, et son collègue, également professeur à Sorbonne Université, Pascal Fray, qui est directeur de l'ISCD, c'est l'Institut des sciences du calcul et des données. Bienvenue à tous les deux. Question de journaliste, faites-vous un petit peu le pitch. Qu'est-ce que vous faites dans vos spécialités respectives? Emmanuel. Alors moi, je suis spécialiste d'histoire de l'art et d'archéologie du monde romain, et plus spécifiquement des questions d'architecture et d'art figuré. Dans le domaine de la recherche, je m'intéresse surtout au rapport entre image et politique, image et religion, et tout ce qui concerne la culture des images en Antiquité. Ah, effectivement, à Orange, il peut y avoir 2 ou 3 choses à étudier de ce point de vue. Et vous, Pascal Fray? Alors moi, je suis mathématicien, membre du laboratoire d'analyse numérique qui s'appelle Jacques-Louis Lyons, à Sorbonne Université, qui appartient à la faculté des sciences et d'ingénierie. Et mon domaine, ce sont les mathématiques appliquées. Et les mathématiques appliquées, ça s'intéresse, comme leur nom l'indique, à l'application des connaissances mathématiques à tout un tas de champs disciplinaires. C'est ça leur originalité. Donc je suis plus spécifiquement spécialiste de calcul scientifique, de modélisation, de simulation numérique. Et je m'intéresse à, disons, toutes les applications potentiellement qui peuvent mélanger théorie et pratique, où elles se nourrissent mutuellement. Alors, 2 chercheurs éminents, mais dans des domaines bien distincts. Donc, j'aimerais savoir comment la rencontre s'est-elle opérée. Comment est-ce qu'à un moment, des trajectoires voilà, très claires, très nettes, mais très distinctes, encore une fois, finissent-elles par converger? Ça se fait comment? Je vais commencer par répondre, mais en fait, ça part d'une interrogation, ça se nourrit par des questions. Et une des questions qui m'habite, c'était comment préserver, disons, sa culture scientifique tout en favorisant des aventures extradisciplinaires. Donc, comment justement aller à la rencontre des disciplines en qualité de mathématicien? Pour ça, il suffit de les rencontrer, ses collègues, il suffit d'échanger, de partager nos soucis scientifiques, nos préoccupations, nos problèmes, puisque pour un mathématicien, ça se formule en termes de problèmes. Et de ces rencontres peuvent naître un intérêt réciproque, mutuel, des échanges. Donc l'occasion, elle s'est plus spécifiquement présentée à l'occasion de ce qu'on pourrait appeler un speed dating à Sorbonne Université. Je vais laisser... il y a des speed dating pour chercheurs, donc voilà. Exactement. Je le découvre. J'aimerais bien être la petite souris dans un speed dating comme ceci. Et ça fonctionne comment, ces speed dating? C'était à l'occasion dans le cadre de la commu Sorbonne Université, alors au pluriel. C'est en 2015. Ça veut dire quoi, commu? Vous pouvez... C'est la communauté des universités qui allait constituer ensuite Sorbonne Université. Et c'était donc en 2015. Et à l'occasion, plus spécifiquement, d'un appel à projet qui était bien nommé, puisqu'il s'appelait Convergence, et qui était destiné précisément à rapprocher, à susciter des collaborations entre des chercheurs en lettres et en sciences en particulier. Mais disons que c'était transdisciplinaire au sens large du terme. Si vous me permettez une petite précision, de vous demander une petite précision, cette dimension interdisciplinaire, on cherche à la développer ces dernières années, ça s'intensifie? Oui, elle est encouragée, elle est suscitée, encouragée, et on y répond évidemment favorablement. Alors maintenant, on va essayer de mieux comprendre peut-être sur quoi porte votre projet. On me parle d'archéologie numérique, alors là je vais jouer mon Michel Sauvalet. L'archéologie numérique, comment ça marche? Alors effectivement, c'est un projet d'archéologie numérique et de reconstitution virtuelle qui porte sur un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le théâtre antique d'Orange. Alors c'est un monument qui a été construit il y a 2000 ans, mais que vous connaissez sans doute mieux parce qu'il est le cadre aujourd'hui du Festival d'art lyrique des Corégies. C'est l'un des 3 édifices de ce genre les mieux conservés au monde. Mais c'est trompeur parce qu'en réalité, on ne possède aujourd'hui que l'armature en calcaire d'un monument qui, à l'origine, était recouvert de marbre, de statues, de plaquages, de reliefs. Et ces reliefs et tout ce décor ont été conservés, on en a des milliers de fragments. Et c'est par un gigantesque puzzle tridimensionnel qu'on a amorcé avec l'ISCD le tournant numérique dans l'étude de ce théâtre antique. Et le premier projet s'appelait Numéro, ce qui était évidemment un clin d'œil aux maths, mais qui était aussi une référence à la numérisation par photogrammétrie des fragments de décor, qui nous aidait à recomposer le décor et à le replacer virtuellement sur le monument. Après cette première expérience, qui avait été concluante, on a décidé d'élargir la perspective et d'envisager le théâtre non plus seulement comme un écrin architectural, mais aussi comme un monument de spectacle vivant.
Et pour ce faire, on a voulu essayer de reconstituer l'expérience sensorielle, en fait, d'un spectateur de l'Antiquité qui était placé dans des conditions extrêmement différentes de celui des chorégies d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on voulait restituer avec notre travail. Ce second projet, qui s'appelle Sonate, prévoyait en fait une double modélisation, une modélisation de l'architecture et une modélisation du son. Et l'équipe a donc été élargie à des acousticiens, des historiens du son et des designers 3D. Alors pour évaluer ces propriétés acoustiques du monument, il a fallu restituer des éléments architecturaux, scéniques, qui ont disparu parce qu'ils étaient dans des matériaux périssables et qui changeaient complètement l'aspect du monument. Premièrement, une toiture qui couvrait la scène elle-même, son plancher, le rideau de scène, un vélum, c'est-à-dire un voile qui recouvrait les gradins. Tout cela a disparu, mais tout cela est extrêmement important pour la propagation du son. Donc on avait besoin d'une maquette, non pas du monument existant, qui est mutilé quand même, mais d'une maquette numérique du théâtre restitué dans toutes ses dimensions. Et on a donc développé en parallèle un outil de mesure acoustique ad hoc, un outil spécialement conçu pour le projet, qui permettait de mesurer la propagation des sons et leur réverbération en fonction des matériaux. Et pour présenter les résultats, on a choisi de réaliser un film d'animation qui présente les préparatifs d'un spectacle qui associe un acteur et un musicien entrant sur scène. Donc ça, c'était le pitch en quelque sorte de notre film. Alors pour la partie musicale, on a fait appel à un spécialiste de musique antique qui a enregistré ici à Sorbonne Université en chambre sourde, parce qu'il y a ça aussi dans les murs de Jussieu, qui a enregistré des morceaux de musique vraisemblables, parce qu'on n'a pas de partition antique malheureusement, à partir de facsimilés d'instruments archéologiques. Donc le résultat a été implémenté dans notre maquette, le son aussi, et on en a un extrait à vous présenter aujourd'hui, avec un petit extrait de vidéo qui devrait pouvoir être projeté. On peut lancer les images qui bougent, qui vont nous rendre tout ça effectivement plus tangible encore. Ça n'est possible que parce qu'on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire non seulement la technologie et les talents mathématiques pour mettre tout ça, pour modéliser tout cela, mais aussi toute l'ampleur des données collectées par les spécialistes d'archéologie comme vous, et je dirais la précision de l'analyse qui a été faite en amont de ce travail de modélisation. Oui, en effet, toutes les parties architecturales sont reconstituées à partir des éléments numérisés. Et puis, on a effectivement la puissance de calcul d'animation 3D et de calcul acoustique qui nous permet du coup d'avoir un résultat qui soit très intéressant pour une archéologie de la perception, pour une histoire culturelle des sons en quelque sorte. Et c'est là où la double modélisation architecturale et acoustique est particulièrement importante. Et c'est là où l'animation 3D surtout, c'est pas une image fixe, hein. C'est l'animation qui apporte toute sa valeur. Et je crois qu'il y a une étape également importante qui a été la validation scientifique de chaque restitution, c'est-à-dire qu'on boucle la boucle, comme ça, en fin de compte. Oui, tout à fait. De manière interdisciplinaire. À chaque étape, hein, chacune des spécialités, effectivement, apporte sa validation, mais c'est un aspect que Pascal va développer davantage dans la mesure où il est plus spécialiste de la partie qui concerne le calcul scientifique. Ça tombe bien, je voulais retourner vers Pascal, effectivement. En quoi est-ce que c'est un défi particulier pour les équipes de mathématiciens, ou le mathématicien, ou la mathématicienne peut-être, qui a travaillé sur un programme tel que celui-ci? Oui, alors c'est effectivement un défi. C'est un défi pas seulement pour moi, bien évidemment, vous l'avez compris, il y a des équipes derrière. Il y a eu des doctorants, des post-docs, enfin il y a un certain nombre de personnes qui travaillent sur ce sujet. Au-delà de l'aspect restitution, il y a pour nous, en tant que mathématiciens, l'illustration de l'utilité des mathématiques. Ça ne reste pas confiné dans un laboratoire, dans un bureau, etc. Mais ça peut sortir, ça peut aller à la rencontre des disciplines, ça va au-delà également de l'enseignement et de l'avancement de la science ou de la connaissance. Donc il y a vraiment un défi à relever de ce côté-là. Et
dans ce contexte spécifique, les problèmes que l'on a à étudier, à modéliser, sont extrêmement complexes. Ils sont complexes par leur dimension architecturale, ils sont complexes par leur dimension calculatoire, leur dimension modélisation. C'est difficile d'appréhender ce sont des phénomènes qu'on pourrait qualifier de multi-échelles. On va du micro au macro. Vous avez vu, il y a des restitutions du front de scène avec toutes les rendus sur les marbres, etc. Il y a le travail d'acoustique qui est à l'échelle du théâtre global. Donc on peut spatialiser le son. Donc on est très très loin de ce que le mathématicien classique, j'ai envie de dire, manipule quotidiennement, c'est-à-dire il travaille sur un carré unité, un cube unité avec une équation modèle. On change en gros 3 paramètres. Là, on a un problème qui nous est posé, il s'agit de le résoudre. Donc il faut retrousser ses manches, essayer de comprendre les enjeux et essayer de travailler de concert. Ça, c'est le premier truc. Mais par contre, on est animés tous les deux de la volonté, du souhait d'avoir un travail qui est rigoureux. Il ne s'agit pas de faire un film pour faire un film. Ce n'est pas un film d'illustration. C'est vraiment un propos scientifique qui est illustré par ce film. Donc il y a un questionnement scientifique et il y a des éléments de réponse qui sont apportés. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a une estimation de la qualité des résultats qui est fournie avec le livrable, ici par exemple le film ou le rendu des calculs, etc. Ça c'est important. Pour le mathématicien appliqué qui fait de la simulation numérique, ça questionne aussi parce qu'à l'échelle d'un théâtre, il y a évidemment d'énormes données à calculer. On a un petit modèle, mais on fournit une grande masse de données à la sortie sur le son. Et il faut pouvoir calculer ces solutions-là rapidement. La solution d'un problème modèle, c'est la spatialisation du son, donc c'est une multitude de données, des milliards d'inconnus qui ont été résolus, et ça, il faut mettre en place des méthodes de simulation numérique extrêmement performantes. Donc on a aussi progressé à ce plan-là. Voilà. Et puis au-delà de ça, il y a une réflexion qui est de nature un peu plus épistémologique, qui est qu'on a mis en place une méthodologie et qu'au-delà du travail sur le théâtre, on peut maintenant répliquer ça sur d'autres monuments, mais aussi dans d'autres contextes. Donc voilà. Alors, je sais qu'on vous impose une contrainte de temps extrêmement lourde parce que c'est passionnant et puis c'est multidimensionnel, cette aventure. Peut-être, avec un peu de recul, quel regard vous portez sur votre collaboration, un petit rapport d'étonnement ou ce qui a été peut-être le plus délicat à gérer au quotidien? Emmanuel, Pascal? Pour un archéologue, c'est peut-être la gestion de diverses temporalités, si j'ose dire. Les diverses temporalités, depuis qu'on parle de ces partenariats, c'est une autre ligne de force de cette journée. Mais allez-y, expliquez-nous la vôtre. Il y a la distance chronologique avec l'objet d'étude, qui est normale, de 2000 ans. Bon, ça c'est acquis par la discipline. Ensuite, il y a l'archéologie, le temps long de la recherche, parce que le théâtre, il est étudié depuis 150 ans. Et puis, il y a l'accélération de l'informatique et de l'outil numérique qui évolue extrêmement vite et qui est très vite obsolète. Donc, ça nous oblige, nous, à aussi accélérer nos façons de réfléchir. Et pour vous, Pascal, sur ces temporalités? Alors, sur la temporalité, bien évidemment, c'en est une, parce que nous, d'habitude, on est inscrit dans des temps longs en maths. Mais il y a aussi le développement des outils numériques. Ces outils numériques, ce n'est pas seulement un outil à disposition d'un chercheur, c'est aussi une source de questionnement nouveau. Donc il va falloir trouver des solutions nouvelles, d'où l'innovation. Et puis il y a ensuite la mise en place de la méthodologie. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui nous ont nourris et questionnés en permanence, je pense. Et le versant positif de tout ça, qu'est-ce qui vous a rapproché le plus, finalement? C'est une même manière, une même exigence de validation à chaque étape scientifique. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu de problème de dialogue du tout de ce point de vue-là. La rigueur, la méthode. Oui, il y a ça. Puis au plan intellectuel, c'est un intérêt commun pour un sujet de recherche. Donc c'est avant tout la recherche qui nous sert de trait d'union. Et comme disait Proust, ce qui nous rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, mais c'est plutôt la consanguinité des esprits. Alors, au-delà, c'est déjà une remarquable réalisation que vous nous avez fait partager là. Maintenant, les prochaines étapes, les prolongements? Alors, à brève échéance, on a une présentation du film auprès de différents publics, et notamment, il faut voir que ce film était d'abord une des finalités du projet, en quelque sorte un livrable, mais il va devenir maintenant un outil pédagogique, en réalité, un outil de discours, un support de discours, auprès, éventuellement, bien sûr, des étudiants, auprès du public du musée et du théâtre d'Orange, et puis ensuite, on va l'élargir à la communauté scientifique dans le cadre d'une réflexion plus large sur les spectacles romains. Pascal Frey? Un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple restitution sur le théâtre d'Orange, on va élargir ça à d'autres objets, du patrimoine ou d'ailleurs. La même méthodologie, on est en train de le faire à l'ISCD dans le cadre de l'analyse de corpus de texte du projet Encre, l'encyclopédie numérique critique d'Alembert et Diderot, par exemple, que porte Alexandre Guilbeault.
On s'intéresse aussi à la propagation des incendies dans la Rome antique, toujours avec des méthodes de modélisation. Donc voilà, les sujets foisonnent, il n'y a plus qu'à retrousser les manches et à travailler. Et puisque une expérience comme celle-ci est peut-être de nature à susciter des vocations, voilà, de coopération interdisciplinaire, question de journaliste à 2 €, si vous aviez un conseil à partager avec celles et ceux qui voudraient effectivement décloisonner, casser les silos et se mettre à travailler ensemble, ce serait quoi, Emmanuel? À mon avis, il faut essayer de s'efforcer de construire ensemble nos objets d'études et nos méthodes de travail. Pas considérer que chacun reste au chaud, en quelque sorte, dans son champ de compétences et va apporter une expertise et un regard extérieur. Vraiment, c'est une co-construction de l'objet lui-même, en fait. Pascal? Oui, ça questionne aussi l'universitaire, c'est-à-dire que nos universités sont construites comme des silos verticaux, des silos disciplinaires. Ces projets-là introduisent de la transversalité. La position horizontale est toujours la meilleure, en fait, pour réfléchir. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Mais il y a aussi derrière, pour le formateur, pour l'universitaire, la possibilité de créer des nouveaux cursus, de faire émerger des champs. Les humanités numériques sont apparues dans notre milieu très, très récemment. C'est pas du tout formalisé et c'est très difficile. Donc c'est exigeant pour des jeunes de s'engager sur une route comme celle-là, qui est sinueuse. Et puis ensuite, le dernier truc, c'est de favoriser par tous les moyens la curiosité intellectuelle. Ça, effectivement, on est assez fort en la matière dans cette grande et belle maison. Merci infiniment de nous avoir fait partager cette expérience aussi innovante que passionnante. Restez à proximité parce que je suis à peu près certain qu'il y aura des questions qui vous seront adressées pour la fin de cette séquence. On va aborder une autre expérience, c'est celle de Askmona. Il s'agit de faire parler les lieux culturels grâce à l'intelligence artificielle. Là aussi, 2 univers qui se rencontrent. Et c'est Marion Carré, qui est cofondatrice et CEO d'Askmona, qui va nous expliquer cela. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'être de retour en Sorbonne. Vous m'entendez, ça va? Ok, super. D'être de retour à la Sorbonne pour vous présenter un petit peu mon parcours et Askmona. Askmona, c'est une aventure qui a commencé sur les bancs du CELSA, dont je suis une ancienne étudiante. Et à l'époque, l'objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut se servir de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour rendre plus accessible la culture. On est parti d'un constat assez simple en se disant, finalement, peut-être que l'un des premiers vecteurs de diffusion de la culture, c'est la conversation. Vous parlez sûrement à vos proches, à vos amis, à votre famille du dernier livre que vous avez lu, du dernier film que vous avez vu, de l'expo que vous avez vraiment super envie d'aller voir. Et tout ça, ça passe par des conversations. Et on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer un petit peu la conversation en pouvant avoir ce type de discussion avec des robots et des intelligences artificielles? Alors ça peut sembler être une idée un peu farfelue, mais elle a donné vie à Askmona, qui est un petit robot auquel vous pouvez parler de culture et surtout qui est là pour vous conseiller des sorties culturelles. C'était vraiment le premier pilier d'Askmona qui était de se dire comment est-ce qu'on peut rendre la culture plus accessible et notamment vis-à-vis des jeunes publics en créant un outil facile d'utilisation qui se met sur des canaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser avec par exemple les messageries instantanées pour les pousser à aller dans les lieux culturels et leur proposer des conseils avisés. Et à partir de cette expérience, on a envie d'aller un peu plus loin et de proposer et de donner de la voix à d'autres institutions culturelles et pas seulement à notre petit robot Askmona. Et donc, c'était le début d'une grande famille d'assistants personnels qu'on est toujours en train de créer, puisqu'on a commencé à travailler pour d'autres institutions culturelles afin de créer pour elles leur propre petit assistant personnel qui est là pour dialoguer avec leurs visiteurs et leur partager des connaissances pendant la visite d'un musée. Donc, par exemple, on a créé avec le Grand Palais Ask Betty. Et Betty, pourquoi? Parce que c'était l'ancienne concierge du Grand Palais qui a vécu 35 ans dans les murs. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de lui faire voilà, ce petit personnage numérique qui est là pour parler du Grand Palais et faciliter la venue des visiteurs. Et en fait, notre objectif à travers ces outils, c'est de proposer de nouveaux modes d'expérience de la culture en invitant les visiteurs à changer de posture pour être non seulement, bien sûr, des observateurs, mais aussi les inciter à poser des questions, à solliciter ce type d'assistant personnel pour se renseigner et avoir les informations de leur choix et le niveau d'information qu'ils souhaitent en fonction, bien sûr, de leur parcours et de leur expérience. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur les assistants personnels, qui est vraiment notre grande spécialité, mais on fait aussi pas mal de recherche et développement en interne. On est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui autour des nouvelles applications qu'on peut faire de l'intelligence artificielle au service des institutions culturelles. Donc on a toute cette activité de recherche et développement.
Et on est aussi en train de monter une communauté, c'est le 3e pilier d'Askmona, pour rassembler des créateurs, des innovateurs et des institutions, notamment des institutions culturelles, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle dans la culture, puisqu'on vient souvent parler de qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la culture, mais je pense qu'on devrait se poser la question inverse, qui est de se dire qu'est-ce que la culture peut apporter à l'intelligence artificielle. Et en fait, notre point de vue sur la question, c'est que la culture et l'art agissent comme un révélateur vis-à-vis des enjeux de l'intelligence artificielle. Finalement, c'est un domaine où sont soulevées des questions sur l'esthétique, sur l'éthique, sur le droit, sur la politique, qui sont des questions vraiment transverses qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines. Et donc voilà, l'objectif pour nous, c'était d'inviter d'autres personnes à réfléchir à ces enjeux-là et à prendre position. Voilà, en quelques mots. Merci infiniment, Marion. Une autre expérience, vous voyez, la culture, encore une fois en fil d'Ariane, mais dans un univers très différent. On va découvrir une autre dimension de cet univers culturel, c'est celui de l'industrie du spectacle. Et on va voir comment l'analyse de réseau peut permettre à cette industrie qui est secouée, hein, il y a de la transformation à l'œuvre de tout un tas de points de vue, comment elle peut nous permettre de retrouver son public, d'inventer de nouvelles formes, effectivement, de spectacle, et puis au passage aussi de réinventer ses modèles économiques. C'est un autre duo qui va venir nous en parler, Marc Gonnet, qui est cofondateur de Delight en duo, et donc qui est un éminent collègue du CELSA. Salut mon cher Marc, viens nous rejoindre. Et son compère Mathieu Latapi, qui est directeur de recherche au CNRS. Il fait partie du laboratoire d'informatique de cette grande maison, je crois. Voilà. Je suis Marc Gonnet, je suis donc le cofondateur de Delight, qu'on a créé il y a maintenant 4 ans et demi. Pour vous raconter ce que fait Delight, avant de vous expliquer les coulisses de cette création, je vous propose une petite vidéo. Et promis Arnaud, elle ne fait même pas 1 minute 30 cette vidéo. Donc voilà la vidéo où on va vous présenter Agathe et Delight. L'idée, tu vois, c'est de faire un petit film pour expliquer ce que fait Delight. Déjà, il nous faut une fille cool et naturelle. Voilà, elle c'est Agathe. Elle habite dans le 11e et elle aime sortir. Donc, on la voit en train de rire au théâtre, elle s'éclate dans un concert, et le producteur c'est Fred. Et Fred, c'est le client de Delight. Et là, tu découvres le truc. En fait, Delight rassemble toutes les données que les spectateurs ont bien voulu communiquer en achetant leurs billets. Et des données, il y en a un gros paquet, parce que des spectateurs, il y en a des milliers. Avec les outils de Delight, Fred va savoir exactement quoi proposer à ses clients. Et hop, de l'autre côté, elle est bien Agathe. Elle clique et bim, direct, elle est à nouveau dans la salle avec tous ses potes. Et elle kiffe. Donc, Delight, le plaisir. Bam. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. C'est frais. Merci beaucoup. Alors, bon, le but de cette petite intervention, c'est de vous raconter comment est-ce qu'on a eu l'idée de faire ça, et puis plus précisément en quoi ça consiste. Alors, moi, tout a commencé au CELSA, en fait. En réalité, je suis diplômé du CELSA en 1996, et à l'époque, mon fantasme, c'était de travailler dans les médias, et j'ai commencé par un stage à Europe 1. Et c'est un stage qui a duré longtemps, parce qu'il a duré 18 ans, ce stage à Europe 1. J'ai fait 18 ans, alors je vous rassure, assez rapidement, ils m'ont quand même payé ce stage facilement 100 francs. Et puis après, voilà, je suis devenu directeur du marketing et de la communication d'Europe 1. Et puis à un moment, j'ai un patron, Alexandre Bompard, qui m'a proposé de m'occuper de la diversification. Et l'homme de marketing, de connaissance des publics que j'étais, parce que mon boulot, c'était d'expliquer aux animateurs, aux producteurs, aux journalistes, qui était le public qui nous écoutait, de faire rentrer le public dans la radio. Il m'a demandé, Alexandre Bompard, d'aller chercher de nouvelles recettes. Vous savez, dans les médias, on fait beaucoup ça. On se dit, tiens, la publicité ne va pas suffire. Au bout d'un moment, ça devient dangereux d'être financé que par la pub. Il faut trouver des nouvelles sources de financement. Et donc, j'ai créé de la diversification. Et dans la diversification, ce qui marche bien, c'est de travailler avec des producteurs de spectacles, des gens qui organisent des tournées, des concerts, même parfois des expositions. Et puis on a même fait plus que ça, on a travaillé avec eux, on a partagé des idées avec eux, puis on a parfois gagné de l'argent avec eux sur de la promotion croisée. Puis à un moment, on s'est dit, tiens, on va nous-mêmes faire un spectacle, en fait. On va nous-mêmes produire un spectacle. Alors, peut-être qu'ici, vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire produire un spectacle, mais concrètement, ça veut dire faire un chèque de 3 ou 4 millions d'euros et de louer des salles de spectacle, d'embaucher des comédiens, d'écrire des livrets, d'accrocher des lumières, de faire des tournées. C'est très, très risqué, en fait. Et en réalité, vous n'avez plus qu'une chose à faire quand vous avez fait ce chèque de 4 millions d'euros, c'est prier. Parce que vous avez très peu de connaissances du public. Et alors, le premier spectacle qu'on a créé, si vous en avez peut-être entendu parler, c'était Salut les copains. En fait, le spectacle aux Folies Bergères. On a fait 70 dates aux Folies Bergères, puis après, on a fait des tournées dans toute la France.
une tournée dans toute la France et ça a super bien marché. Vraiment, chance du débutant, ça a très bien marché tout de suite. Salut les copains, c'était en 2012. Puis après, on s'est décidé d'en faire un deuxième. On a fait Disco sur les années 70, on n'était pas très originaux. Et d'ailleurs, on l'a payé, puisque ça a moins bien marché, Disco, et notamment en tournée, ça ne marchait pas du tout. Et l'homme de marketing que j'étais se disait, mais alors c'est pas grave, on va essayer de comprendre qui est le public, on va envoyer des mails ciblés, on va envoyer des newsletters, on va essayer de comprendre comment remplir la salle un peu plus intelligemment. Et en fait, on ne peut pas. On peut pas parce qu'on ne connaît pas le public. La donnée, elle est à la FNAC, elle est dans les billetteries. Même quand vous en avez un peu dans vos logiciels, vous ne savez même pas comment la chercher. Bref, on est à l'aveuglette. On ne sait pas qui vient nous voir. Il n'y a pas d'audience, quoi. Il n'y a pas d'audience des spectacles. Et je me suis dit que ce problème-là, je n'étais pas le seul à le rencontrer, puisque en creusant un peu les données, il y a un chiffre invraisemblable que j'ai découvert, c'est que 40% des places de concert et de spectacles, et même de tout spectacle confondu, 40% des places sont invendues chaque soir. Vous vous rendez compte ? Il y a 4 places sur 10 qui ne sont pas vendues. Et je me suis dit qu'au bout de 18 ans Europe 1, c'était le moment de changer de vie, de changer de carrière et d'aller créer une start-up, D-Light, qui allait adresser ce problème grâce à la data et grâce aux algorithmes. Mais le problème, en fait, c'est que j'ai cofondé D-Light avec un de mes anciens profs, Eric de Rugy, puis avec un de mes anciens collaborateurs Europe 1, Oliver Abitbol. Mais nous trois, on venait du monde des grandes écoles, du business, etc. Mais on n'était pas du tout scientifiques. On n'était ni data scientist, ni développeurs. Et c'est pas évident de faire une start-up très technologique sur la data quand on est très proche du marché, mais qu'on n'a pas de connaissances scientifiques très précises, parce qu'on avait besoin de ça. Et c'est là, et je vous raconterai tout à l'heure comment c'est arrivé, que la rencontre avec Mathieu Latapie s'est faite. Et Mathieu va vous raconter comment et pourquoi. Je crois que c'est à moi, ça marche. Bonjour tout le monde, donc, je suis Mathieu Latapie, je suis chercheur au CNRS ici à Sorbonne Université. Je suis membre d'un grand laboratoire d'informatique où il y a à peu près 500 personnes qui s'appelle le LIPSIS et où, du coup, comme c'est un grand laboratoire et avec 23 équipes, on travaille un petit peu sur tous les aspects de l'informatique, du matériel au logiciel, en passant par la sécurité, par l'optimisation, l'algorithmique, etc., etc. Donc on a un petit peu toutes les compétences, ce qui nous place très favorablement pour discuter avec les entreprises, puisque quand elles viennent nous voir, même si elles ne tombent pas forcément tout de suite sur l'interlocuteur pertinent, eh bien, c'est assez facile de les réorienter vers des collègues du laboratoire. Donc ça, c'était pour parler juste 2 minutes du contexte, du laboratoire dans lequel je suis. Moi, plus spécifiquement, je travaille sur la big data, donc vous connaissez, depuis l'émergence du numérique et d'Internet en particulier, il y a des données de partout, tout le monde enregistre un petit peu tout et stocke plein de choses. Et il y a de l'or là-dedans, c'est-à-dire que ces données-là contiennent plein d'informations très intéressantes, très exploitables, dont on peut tirer parti pour résoudre plein de problèmes, dont les 40% de places vides dans les théâtres, de places invendues dans les théâtres, ou dans les salles de spectacle en général. Et donc, bon, là, on est nombreux au LIPSIS à travailler sur ces sujets-là. Et mon équipe, là-dessus, travaille sur une approche un peu particulière, qui est une approche par les réseaux, donc on appelle l'analyse de réseau. Et l'idée, c'est que plutôt que regarder les caractéristiques des objets, des individus, on va regarder les relations entre eux. Donc, par exemple, si je veux étudier les gens qui sont inscrits à cette journée thématique à Sorbonne Université, eh bien, on peut les étudier en regardant quel âge les inscrits ont. Donc, il n'y a pas d'enfants, par exemple, il n'y a pas beaucoup de retraités. Et puis, il y a des tranches d'âge, donc il y a une répartition parmi les âges. Je peux faire pareil avec les salaires, je peux faire pareil avec les origines géographiques. Donc, regarder des caractéristiques des individus. Et alors moi, ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Ce que je vais faire, moi, c'est regarder les relations entre ces individus. Donc je vais regarder qui est copain avec qui a le numéro de téléphone de qui travaille avec qui est venu avec qui a déjeuné avec qui. Donc des relations entre ces individus-là. Et ces relations, elles ne sont pas du tout fichues n'importe comment. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gros tas de liens entre les participants à la journée. Ce qu'on a, c'est des structures très fortes. Donc par exemple, des structures en communauté. Vous allez avoir des groupes qui sont fortement connectés entre eux et qui sont faiblement connectés, donc qui sont fortement connectés à l'intérieur de la communauté et faiblement connectés vers l'extérieur. Et vous allez avoir des gens qui font le pont entre ces communautés-là, typiquement, c'est ce que nous, on essaye de faire, et des gens qui jouent le rôle de diffuseurs, etc. Donc tous ces réseaux-là ne sont pas fichus pareil, ne sont pas fichus n'importe comment, et on peut exploiter leur structure, qui est très riche et qui apporte plein d'informations. Alors ce que je vous ai dit là, c'est sur les gens, c'est sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux en général, des réseaux où les entités sont des individus, et on peut le faire sur un peu n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez commencer à dire « je m'intéresse à tous les films », et puis je dis qu'il y a un lien entre deux films s'il y a un acteur en commun entre les deux films.
Donc ça met une structure de réseau sur l'ensemble des films qu'on peut aussi exploiter. Et bien sûr, vous me voyez venir, on peut aussi faire ça avec les spectacles vivants sur lesquels travaille Delight. Donc on peut commencer à dire les spectacles sont reliés s'ils ont un élément en commun, donc par exemple la ville en commun ou le réalisateur en commun ou des choses comme ça, ou le producteur comme on en parlait. Et puis on peut faire encore mieux que ça, c'est qu'on peut se servir des usages. C'est-à-dire que finalement, la description des données, elle est souvent pauvre, elle est souvent partielle et elle est souvent bourrée d'erreurs. Donc je me rappelle, je vais prendre un autre exemple très, très concret rencontré chez Delight. On avait des descriptions de pièces de théâtre qui contenaient en capital et au début de la description, il y a un parking accessible aux handicapés. Donc si on commence à recommander aux gens des spectacles sous prétexte qu'ils sont allés voir un spectacle où il y avait déjà un parking, on leur recommande un autre spectacle où il y a un parking, c'est pas forcément très pertinent. Donc ce qu'on fait, plutôt que regarder les caractéristiques des spectacles, c'est qu'on utilise les usages, c'est-à-dire ce que font les gens, quels spectacles sont allés voir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez voir deux spectacles, vous nous dites quelque chose sur ces deux spectacles-là, et vous nous dites que quelque part, ils ont quelque chose en commun. Parce qu'il y a peu de chances que vous alliez voir des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Et comme tout le monde fait ça, et que vous allez voir plusieurs spectacles, et que tout le monde va voir plusieurs spectacles, c'est les données de billetterie dont parlait Marc tout à l'heure, eh bien, Delight arrive avec ces données de billetterie, et nous, elles nous permettent de structurer l'ensemble des spectacles comme un réseau, et d'en extraire de l'information, et de faire des recommandations de spectacles. Alors ça, c'est un petit peu sur ma thématique de recherche, et sur la thématique sur laquelle on a travaillé avec Delight. C'est vrai pour plein de sujets, c'est-à-dire que ces analyses de réseau, elles ont des applications dans plein de domaines, notamment en détection de fraude à la carte bancaire, en détection de blanchiment d'argent, où on regarde les transferts d'argent entre des comptes bancaires, également en lutte contre les attaques sur les réseaux ou contre les intrusions dans les systèmes d'information, où on regarde le trafic réseau et on regarde des traces de trafic réseau, on essaie de détecter des anomalies là-dedans. J'ai plein d'exemples, je ne vais pas tous vous les faire, mais vous voyez tout de suite que ces données-là et ces approches-là ont beaucoup d'applications et donc naturellement on a beaucoup de relations avec les entreprises qui travaillent sur ce type de données et dans ces domaines. Donc les relations avec les entreprises, c'est un petit peu ce dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc je vous ai donné l'exemple de Delight, on rencontre beaucoup d'entreprises, des petites, des moyennes, des grandes. On a vraiment toutes sortes d'entreprises avec toutes sortes de domaines d'application. Bien sûr, la motivation à laquelle on pense peut-être au début, c'est obtenir des financements, trouver de l'argent en allant vers les applications et vers les gens qui gagnent de l'argent en appliquant nos recherches. Mais il y a plein de raisons d'aller vers les entreprises, notamment confronter nos recherches à la pratique et donc voir comment elles marchent en pratique. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on peut difficilement faire en laboratoire. Ce n'est pas forcément évident de voir si un algorithme de recommandation de spectacle marche mieux qu'un autre quand on est en laboratoire. Donc quand on est en collaboration avec une entreprise, on peut faire ça. Les entreprises apportent des questions importantes, des motivations aussi. C'est-à-dire qu'on se méfie aussi souvent de trop aller vers des motivations commerciales. Mais quand là, on est dans la session culture, donc je pense que c'est pas mal. On peut avoir moi, franchement, ça m'a choqué l'idée que 40% des places de spectacles vivants soient invendues. C'est une motivation en soi de se dire qu'on va faire sortir plus les gens et qu'on va remplir ces places-là et que les gens vont voir des choses intéressantes. Donc ça, c'est assez souvent. Et puis, Pascal en parlait un petit peu tout à l'heure en parlant de structuration de la recherche en silo. C'est vrai que nos laboratoires sont souvent structurés par les méthodes. C'est-à-dire qu'on met les gens qui travaillent sur les mêmes méthodes ensemble. Donc on a une équipe spécialiste de réseau, on a une équipe spécialiste de sécurité, on a une équipe spécialiste d'IA, etc., etc. Et c'est tout à fait justifié, ça a du sens de mettre des spécialistes d'un même sujet ensemble parce qu'ils vont faire avancer l'état de l'art sur ce sujet-là. Mais une entreprise ne fonctionne pas du tout comme ça. Une entreprise, elle a un problème à résoudre. Et en fait, elle s'en fout de la méthode. Elle veut résoudre le problème le mieux possible. Et c'est assez intéressant pour un chercheur d'être confronté à ce genre d'approche-là, où l'entreprise arrive et dit, voilà, moi je veux remplir mes 40% de place. Tu fais des réseaux si tu veux, tu fais de l'IA si tu veux, tu fais de la boule de cristal si tu veux, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est remplir mes salles. Et du coup, on a une recherche guidée par les questions, et ça, c'est très intéressant. Et c'est là-dessus que je te laisse rebondir. Ouais, je vais rebondir, n'aie pas peur, Arnaud, en 30 secondes, juste en disant que ça a vraiment... la rencontre avec Mathieu, elle a vraiment changé tout le devenir du projet, parce que ça nous a permis de
de comprendre qu'il fallait arrêter de se dire qu'on allait chercher des tonnes de données partout sur la navigation des sites de presse, les réseaux sociaux, que Mathieu nous a fait comprendre que les données billetterie étaient elles-mêmes très largement suffisantes et qu'on pouvait avoir pour 20 ans d'études rien qu'à les analyser. Ça a recentré le projet. Donc la rencontre avec Mathieu, elle a complètement changé le devenir de D-Light. Il nous a permis d'embaucher des équipes. On est 13 aujourd'hui. On publie des papiers parfois en commun. On a des tonnes de projets ensemble spécifiques. Et puis voilà, plus globalement, moi je voudrais aussi dire deux mots de la Satlutech qui nous a permis de rencontrer Mathieu, parce que moi franchement il y a quelques temps je ne savais pas qui était le Lipsys, je ne connaissais pas l'existence de ce laboratoire et j'aurais jamais rencontré la Satlutech sans le CELSA. Et moi je dois aussi parler du CELSA parce que c'est vrai que finalement j'ai coutume de dire que deux femmes ont changé ma vie, hein, Valérie Patrin et Chantal Vernis. Chantal qui dirigeait la Satlutech et Valérie le département média du CELSA, parce qu'au fond en réalité, le CELSA m'a proposé de devenir maître de conférence associé. Merci aussi à Véronique qui est là et Karine. Et derrière, on m'a proposé de faire un voyage d'études un moment au Canada sur entrepreneuriat, justement. Et c'est là que j'ai rencontré la Satlutech. Depuis, on continue avec les équipes très exigeantes et super bienveillantes de la Satlutech pour avancer dans ce projet. Et c'est comme ça qu'on a rencontré des scientifiques qui ont fait évoluer le projet radicalement. Merci à tous les deux pour nous avoir fait partager cette expérience. Merci beaucoup. Un merci tout particulier parce que voilà, vous avez rendu ça palpable quoi, et tout à fait tangible, y compris pour les profanes que nous sommes. Voilà, donc ça n'était pas simplement pour les geeks et ça n'est pas un mince exploit. Alors on a vu ce qu'il en était de l'innovation technologique au service effectivement du patrimoine et de l'archéologie, au service des lieux de spectacle, au service de l'industrie du spectacle, et on va voir ce qu'il en est quand elle se met au service du marché de l'art. Et celui qui va nous en parler, c'est Philippe Walter, lui aussi directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale. À vous la parole. Voilà, merci beaucoup. Après l'archéologie numérique, l'archéologie moléculaire et structurale, nous faisons plein de formes d'archéologie. En fait, il s'agit d'un laboratoire de la Faculté des sciences, un laboratoire dans le domaine des sciences de la matière, mais aussi, puisqu'on l'a souligné tout à l'heure, un laboratoire interdisciplinaire, puisqu'il y a non seulement des physico-chimistes dans l'équipe, mais aussi des historiens de l'art, des philologues, des archéologues. Voilà une petite présentation générale du laboratoire. Je voudrais juste vous parler aujourd'hui rapidement des défis d'innovation technologique quand on cherche à étudier les œuvres d'art et comment aujourd'hui ça a des conséquences qui pourraient devenir importantes. Je ne vais pas raconter une success story tout de suite, ce n'est pas encore le cas, si on arrive à les mettre au service du marché de l'art. Alors j'ai mis quelques illustrations parce que c'est toujours des beaux exemples, où je voudrais pour introduire le sujet vous montrer trois exemples que vous avez en tête, j'en suis certain. Le premier, c'est ce tableau du Caravage qui a été vendu il y a quelques mois à Toulouse, après un long périple, en fait, ce tableau avait été raconté, avait été retrouvé, en fait, dans un grenier, chez un particulier à Toulouse, et reconnu par un expert comme potentiellement un tableau du Caravage. Ce tableau a été vendu, on ne sait pas le prix, quelques dizaines de millions d'euros, il y a donc quelques temps, sans doute 100 millions d'euros s'il est réellement un Caravage. Pour l'instant, tout cela est secret. Un consensus d'experts a accepté l'idée que c'était très probablement un Caravage. Certains sont toujours récalcitrants. L'enjeu est quand même de l'ordre de 100 millions d'euros. Mon deuxième exemple, au milieu de cette diapositive, c'est le fameux Salvator Mundi de tous les records de l'histoire du marché de l'art, vendu 450 millions de dollars il y a pas très longtemps. Et encore cet été, au mois d'août, un expert anglais, tout à fait honorable, de l'université d'Oxford, expliquait que ce tableau ne serait pas de Léonard de Vinci, mais certainement d'un de ses élèves, peut-être de Luini d'ailleurs, avec tout un arsenal de commentaires historiques tout à fait pertinents. Il y a pour l'instant consensus sur ce tableau, alors qui, vous le savez aussi, a disparu. Actuellement, il serait sur un yacht au large de l'Arabie Saoudite et que personne n'a revu depuis sa vente à New York il y a quelque temps. Et le troisième exemple est certainement le plus symptomatique d'un marché de l'art de plus en plus déréglé. C'est l'affaire Beltraki qui a explosé donc en 2010, où ce monsieur, vous avez là en photo avec son épouse, donc ce monsieur et son épouse allemand, ont créé une véritable technique pour falsifier les œuvres d'art et ont réussi à inventer un très grand nombre de tableaux d'un grand nombre d'artistes. Donc il y a un certain consensus là aussi pour dire, et lui-même le dit, qu'il aurait fait plus de 300 faux tableaux d'un très grand nombre d'artistes différents. Il a été condamné pour 15 tableaux falsifiés. Et il adore raconter dans les médias qu'en fait, il a un grand nombre de ses œuvres qui sont accrochées sur les murs des plus grands musées du monde entier. Alors comment s'est-il fait piéger en 2010 Il s'est fait piéger parce qu'un de ses tableaux a été mis en vente, a été acheté par une société d'assurance qui, après la vente, s'est dit « mais est-ce que ce tableau est vraiment authentique ? Je pourrais peut-être faire quelques analyses chimiques pour vérifier
que les pigments sont bien compatibles avec ce qu'on sait de l'artiste. Ce tableau était censé dater des années 1914. Il a été analysé par des collègues d'un laboratoire à Munich, en Allemagne. Donc il a été vendu, bien entendu, en Allemagne, en salle des ventes à Cologne. Et le laboratoire de Munich a expliqué, mais dans ce tableau, vous avez partout l'élément chimique titane, qui est associé à un pigment qu'on appelle le blanc de titane. Et ce blanc de titane n'apparaît au mieux que vers 1920. Donc ce tableau ne peut pas être de 1914. Et de là, finalement, c'est l'enquête policière qui a permis de révéler que cet homme avait réussi à créer des faux absolument extraordinaires, qui ont dupé les plus grands experts du monde entier, les plus grands musées du monde entier, et avait aussi créé tout un arsenal autour de ces faux, de façon à créer des carnets d'inventaire, à créer des pédigrés de ses œuvres, pour que les experts se fassent piéger. Et normalement, il avait également inventé des galeries tenues par des juifs à Berlin dans les années 1930, et qui, bien entendu, avaient perdu quasiment toutes leurs archives, sauf un petit cahier et quelques photographies, qui permettaient à chaque fois de vérifier qu'il y avait des vieilles photos qui montraient ces œuvres-là, et qui donc étaient authentiques. Donc voilà quelques exemples qui vous montrent un peu les difficultés qui existent actuellement, et pour les acheteurs ou les collectionneurs, les investisseurs, parce que dans ces niveaux de prix, on est en présence aussi d'investissement et pas uniquement d'affaires de goût, de façon à créer un consensus sur l'attribution d'une œuvre d'art. Et c'est là où on se place, nous, dans cette réflexion. On a parlé de la Saclutech, c'est une réflexion aussi qui a été très fortement encouragée par la Saclutech il y a quelques années. C'est que nous, dans mon laboratoire, je vais passer à la diapositive suivante, si ça marche. Voilà. Dans mon laboratoire, on s'intéresse non pas au marché de l'art, mais on s'intéresse à l'histoire des techniques de l'art. On invente des instruments pour être capable d'analyser les tableaux là où on veut, n'importe où dans le monde, de façon à effectuer nos projets de recherche. Et donc pour ça, on arrive à créer toute une série de connaissances, d'expertise, si l'on veut, dans le domaine de l'histoire des pigments. On connaît maintenant très bien l'histoire des pigments. On sait quand ils apparaissent et quand ils disparaissent. On connaît aussi toute une série d'informations sur le commerce, les échanges de ces pigments qui pouvaient parfois circuler sur des plus ou moins grandes distances. On arrive aussi à comprendre les pratiques picturales de mieux en mieux. Pourquoi Léonard de Vinci a formulé de manière particulière ce qui s'appelle des glacis pour réaliser, par exemple, les ombres sur le visage de la Joconde. On arrive à l'expliquer par des analyses, on arrive à l'expliquer par des reconstitutions que l'on fait en laboratoire. On arrive à comprendre les problèmes de conservation qui se posent dans ces œuvres, et on aide la restauration. Et bien entendu, le vieillissement de tous ces matériaux est aussi une clé très intéressante quand on veut chercher à montrer qu'une œuvre est vraie ou fausse. Et donc finalement, on se donne toute une série d'outils qui permettent d'avoir une vision quantitative de la nature des matériaux, de leur vieillissement, qui peut permettre de dire en effet si ce tableau date de 1914 ou s'il est postérieur et date d'au moins 1920. C'est une petite information, mais absolument cruciale, dans un dossier d'expertise au moment de la vente de cette œuvre-là. Et donc on développe des instruments. Là, vous en avez deux, avec différents types de technologies. Je voudrais juste aujourd'hui vous en montrer un particulier, parce qu'il montre aussi une évolution forte dans notre domaine, et qui est un instrument. Alors vous avez des schémas, vous avez des photographies, etc. Ici, qui a été appliqué sur un tableau de Gustave Caillebotte, qui est dans les musées de Bayeux, donc peint en 1876, un de nos grands impressionnistes. L'instrument qu'on a utilisé est un instrument qui a été, cette fois-ci, développé directement en collaboration avec la NASA. Donc on a, avec les équipes de la NASA qui ont actuellement développé un instrument qui est en train de faire des analyses sur la planète Mars, mis au point une nouvelle technologie, qu'on a testé d'ailleurs pour la première fois, non pas dans un contexte spatial, mais sur ce tableau-là, pour démontrer qu'il allait nous permettre de faire des analyses avec une résolution spatiale, une capacité de voir des détails dans le tableau de l'ordre du diamètre d'un cheveu, de l'ordre de 50 micromètres, et qui du coup allait nous permettre aujourd'hui de faire une traçabilité des pigments, de corréler une impureté chimique d'un pigment à une couleur. Et de là aller plus loin que cette liste des pigments qu'on utilisait jusqu'à présent, mais de dire Caillebotte utilisait un pigment bleu à base de cobalt qui contenait une impureté de nickel de 0,3% en 1876. C'est rien, mais c'est en fait tous les problèmes que l'on a aujourd'hui dans la traçabilité dans le domaine industriel, cette capacité d'avoir des éléments qui vont nous permettre de certifier que la matière est la bonne et de l'origine parfaite telle qu'on le sait à partir des bases de données que l'on arrive petit à petit à accumuler. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on est en plein dans ces innovations. Donc actuellement, les collègues de la NASA ont obtenu un très fort financement pour continuer le développement de cette instrumentation qui pose bien entendu toujours des problèmes technologiques et qui, j'espère, participera à une mission spatiale d'ici 5 à 10 ans. Nous sommes dans d'autres types de délais quand il s'agit de l'innovation technologique pour l'espace, puisque les enjeux et la complexité technologique est bien plus grande. Et juste pour terminer, et si vous avez le temps pendant la pause, vous pouvez aller voir également mes collègues, parce qu'on fait une petite démonstration. Toutes ces réflexions nous ont conduits à développer, alors on a vu un exemple ce matin également, un laboratoire commun,
où nous avons choisi, Laurence de Viguerie, donc qui est une collègue chercheur du laboratoire et moi-même, une PME de la région parisienne, même parisienne, de l'avenue Daumesnil, qui s'appelle l'Atelier du temps passé, pour travailler ensemble sur cette notion. On arrive à travailler directement avec cette entreprise de restauration et d'expertise des œuvres d'art, de façon à coupler l'observation à l'œil, l'observation du restaurateur de l'œuvre avec ses analyses chimiques pour aller plus loin dans les interprétations. Et c'est gagnant-gagnant des deux côtés. D'un côté, nous, ça nous permet d'élaborer des outils d'imagerie scientifique complètement nouvelles. Et là, vous voyez deux exemples sur un tableau d'un peintre italien, Andrea del Sarto, où vous voyez sur les images en noir et blanc, qui sont des images hyperspectrales en infrarouge, par exemple dans celle du bas, que Joseph tenait dans la version préliminaire de ce tableau, une croix dans la main, et dans celle du haut, que la Vierge a changé la direction de son visage. Donc ce sont des informations qu'on arrive directement à obtenir, mais on arrive également à identifier les pigments, à identifier toutes les techniques utilisées par ces artistes, et donc de là, à commencer à développer des activités d'expertise et de conseil. Des activités d'expertise qui intéresseront, j'espère, le marché de l'art dans l'avenir, s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, en tout cas, ça intéresse des collectionneurs qui sont amoureux de leurs œuvres et qui veulent en savoir plus sur ces œuvres. Et donc cette innovation technologique, aujourd'hui, va jusqu'à ce type de caractérisation. Voilà, merci. Merci infiniment, Philippe Barger. Merci pour cet effort de conclusion. Restez là. Marc, Mathieu, Marion, Emmanuel, Philippe, venez nous rejoindre pour quelques échanges, quelques questions-réponses. Le premier point, peut-être, il est en filigrane de bon nombre des interventions et puis des échanges que l'on a pu avoir également avec notre auditoire depuis ce matin. Ce sont les différences de temporalité. Voilà. Et je rebondis sur, j'ai adoré la formule de Mathieu que vous a sortie, je crois, une entreprise. En gros, l'entreprise se fout de la méthode, mais tout de même, voilà, ça ouvre des perspectives, mais ça peut parfois se traduire par quelques incompréhensions. Est-ce que, grâce aux expériences que vous avez accumulées, vous pouvez partager avec nous peut-être des choses qui s'avèrent difficilement conciliables, et puis peut-être une méthode pour les prévenir ou les contourner? Mathieu, Marc, voilà, des moments où ça coince, et puis des moments où ça a coincé, et puis peut-être des leçons de management de ces coopérations que vous en avez tirées. Moi, je me rappelle la première confrontation que j'ai eue avec ces histoires de temporalité, c'était il y a une quinzaine d'années, où on faisait une table ronde avec des industriels déjà à l'époque, en se demandant, bon voilà, la recherche avec l'industrie, est-ce qu'on est censé le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est intéressant. Donc il y avait des industriels, et la discussion était très intéressante, se passait très bien, tout le monde était très constructif, jusqu'à un moment où on a commencé à plus comprendre, et il y a eu des tensions, donc je ne voyais pas ce qui se passait, donc j'ai pris un peu de recul, et je me suis rendu compte qu'on était en train de parler de choses à moyen terme, court terme et long terme. Et qu'en fait, ça ne voulait pas du tout dire la même chose pour chacun d'entre nous, notamment pour les industriels et les académiques, et qu'il ne fallait surtout pas utiliser ces termes-là. Donc moi, je pense qu'il faut chiffrer les termes, qu'il faut dire si on pense à 3 mois, si on pense à 1 an, si on pense à 3 ans ou à 10 ans, et ça permet déjà de comprendre ce qu'on veut dire. Oui, expliciter son agenda, comme disent les Je pense qu'il faut expliciter effectivement les durées, et qu'il faut ensuite derrière les outils qui vont bien. C'est-à-dire que moi, je suis un peu catastrophé par les volontés, par exemple, de faire des chiffres ou de faire des thèses. Dès qu'on rencontre quelqu'un, je pense qu'il faut prendre le temps de se connaître. Je pense que la confiance, ça s'établit, donc il faut commencer par des petites choses à court terme. Les chercheurs savent très bien faire des choses à court terme, il faut juste que ça ne soit pas des énormes choses. Et puis après, si ça prend, si la confiance naît de ça et que le sujet le mérite, on peut faire des choses plus ambitieuses. Marc, en phase ou quelque chose à ajouter? Oui, moi, de mon expérience, en fait, le choc de temporalité, il ne s'est pas joué avec le l'ellipsis entre la temporalité d'une start-up, qui doit forcément être très agile, et les travaux avec Mathieu, parce que vraiment, on avait un rythme assez soutenu, en réalité, et avec des livrables, enfin, c'était très clair. Mais le choc de temporalité a été extrême avec les institutions culturelles, enfin, avec les billetteries, et avec les gens que Marion connaît par cœur, elle parlait tout à l'heure du Grand Palais, mais avec les producteurs de spectacles, les salles de spectacle, les festivals. Nous, on bosse aujourd'hui avec l'Olympia, les Vieilles Charrues, le Paléo Festival. C'est des gens pour qui ces histoires de données, même s'ils savent que c'est vital, bah, c'est pas dans leur quotidien, quoi. Donc pour obtenir de la donnée, parce qu'on a besoin de matières premières, bah, quand on parle à la FNAC ou à l'Olympia, ils disent que c'est super, que c'est demain, et en fait pour eux, demain, bah, c'est l'an prochain. Voilà. Marion, même expérience? Oui, c'est vrai qu'en fait, on a plusieurs temporalités qui coexistent en même temps, dans le sens où la start-up est dans un besoin de vitesse permanent, mais la recherche, nous on le voit aussi pour les expérimentations et la R&D qu'on fait, ça met beaucoup de temps, et donc c'est un temps encore différent, et après, nous on le voit comme on s'adresse aussi à des institutions culturelles, elles ont aussi leur propre temporalité. Et en fait, je pense que c'est important que tous ces acteurs se comprennent mutuellement et comprennent leurs enjeux
profond, puisque ça permet moins de quiproquos et de malentendus. Emmanuel Rousseau, Pascal Fray, j'ai surpris quelques sourires complices entre vous quand on évoquait ces différences de temporalité. Visiblement, ça vous évoquait quelques souvenirs. Faites-nous les partager. Pascal ? Oui, mais je ne sauterai pas sur l'occasion de cette complicité, parce qu'elle nous est personnelle. Pardon, je ne voulais pas. Vous savez, les journalistes sont par nature indiscrets. Je vous prie de m'excuser. Non, boutade à part, la temporalité, dans les collaborations, elle se manifeste autrement. Ce n'est pas le mathématicien que je suis qui vous contredira sur l'idée de chiffrer quelque chose. En revanche, quand vous travaillez par exemple avec des médecins, on a collaboré sur le traitement des tumeurs cérébrales. Il faut voir qu'il y a à peu près 95% de mortalité à 5 ans sur certains gliomes, certaines tumeurs extrêmement invasives. Donc le médecin, il attend une réponse rapide. Donc la notion de court terme chez lui et la notion de terme, elle prend tout son sens dans un cadre comme celui-là. Donc il y a effectivement quelque chose qui relève de la finitude, bornée. Il faut pouvoir adresser le problème. Là où on doit faire preuve de lucidité dans la temporalité, c'est qu'il faut être capable de voir qu'au-delà du problème posé par un individu, il y a la possibilité, et ça c'est encore une fois pour un mathématicien, s'abstraire du contexte, formaliser, développer une méthodologie et se dire, bon, on va peut-être rater une action ponctuelle, en revanche, dans 3, 4, 5 ans, on sera en mesure de faire progresser globalement le traitement des cancers et d'apporter une réponse satisfaisante. Emmanuel, quelque chose à ajouter ? Oui, du coup, pour en revenir à l'archéologie, on est dans le grand écart permanent, hein, parce que là, on est dans des temporalités complètement contradictoires. Je disais tout à l'heure, ça fait 150 ans qu'on l'étudie, ce théâtre. On est loin d'avoir des relevés, par exemple, complets de toutes les parties du monument, encore aujourd'hui. Il y a une restauration qui est en cours. Ils nous ont demandé, les architectes du patrimoine nous ont demandé si on disposait de tous les relevés. On leur a dit non, ça n'est pas possible. Alors évidemment, l'outil informatique permet de faire des choses très rapides, mais les outils sont très vite obsolètes. Entre le moment où on a commencé en 2015 et aujourd'hui, le logiciel a évolué d'une telle manière qu'aujourd'hui, on referait un protocole tout à fait différent d'acquisition, qui irait beaucoup plus vite sans doute et qui serait différent. Et vous, Philippe Walter, qui devez gérer la temporalité de votre discipline, la temporalité du marché de l'art, qui est quand même très très court-termiste, ce qui explique la précipitation dans la validation d'un certain nombre d'œuvres, le cas de la temporalité de la NASA, qui est aussi différente. Comment est-ce que vous faites en sorte de ne pas vous retrouver entre l'arbre et l'écorce et le marteau et l'enclume en même temps ? On essaie de gérer, bien entendu, comme on peut. Le marché de l'art, je vous dirais, pour l'instant, on n'arrive pas suffisamment à interagir. Et c'est pour ça que la temporalité est intéressante sur le long terme. On cherche à convaincre petit à petit, à force de conférences, à force de nouveaux diplômes, à force de formation des étudiants qui seront convaincus peut-être dans 10 ou 20 ans. Authentifier un tableau ou avoir un consensus des experts sur un tableau comme le Salvator Mundi, ça a pris plus d'une dizaine d'années aux propriétaires de façon à rassembler toutes les personnes. Donc nous, on est un élément dans tout ça. Par rapport à la NASA, c'est exactement la même chose. On est un laboratoire de recherche mobile, on se déplace n'importe où avec nos petits instruments bricolés. On a une temporalité rapide, parce qu'on peut fabriquer du jour au lendemain un nouveau prototype. Et j'adore le fabriquer 3 jours avant de partir en mission. La NASA ne peut pas se permettre les mêmes choses. Donc là aussi, on a des avantages par rapport à d'autres disciplines et chacune doit gérer les choses comme elle le doit. Elle le peut aussi. Gérer la complexité, c'est gérer de la diversité, en l'occurrence. Et puis, la dernière question, ce sera, parce que je sais que ça suscite de l'attention auprès des personnes qui ne connaissent pas forcément cette structure, que j'ai eu la chance, moi, de côtoyer et dont j'ai pu ainsi mesurer la puissance de feu, c'est la SAT-LUTEC. Vous êtes plusieurs à en avoir parlé, à avoir expliqué combien elle vous a aidé. Pouvez-vous rentrer dans les détails? Qu'est-ce que concrètement une structure comme la SAT a pu vous apporter? Marc, tu as été l'un des premiers à en parler. Philippe Walter, vous en avez parlé aussi, je crois. Ah oui, alors c'est très simple. Hein. La SAT, elle nous a vraiment permis, j'allais dire, 3 choses en fait. La première, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le fléchage de laboratoires de recherche ou d'endroits à l'université qui travaillaient sur des problématiques congruentes avec les nôtres. Franchement, quand on n'est pas expert, c'est impossible de le savoir. Enfin, c'est impossible, et quand on est un entrepreneur, on n'a pas le temps de faire ça. Donc ce fléchage, et franchement, c'est inouï la qualité avec laquelle... Moi, je le disais souvent aux équipes de la SAT, j'avais l'impression qu'ils connaissaient mieux ma boîte que moi. Ah, c'est une structure absolument franchement, remarquable. C'était incroyable. Ils ont tout de suite repéré le truc, et les rendez-vous qu'on a eus, il n'y en a pas un seul, on n'a pas perdu 1 minute. Voilà. Puis après, il y a des affinités humaines qui existent, et c'est pour ça qu'avec Mathieu, c'est une histoire invraisemblable. Mais bon, alors premièrement, ça. Deuxièmement, du financement.
puisque nous, sur l'année 2016, la SATUTEC nous a financé certaines de nos dépenses, a accompagné nos développements, à un moment où ça nous a complètement évité de faire une levée de fonds. Alors c'est sur une licence, c'est des trucs qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais peu importe des trucs techniques, en fait. En réalité, la SAT était là financièrement quand il y en avait besoin. Et la troisième chose, en fait, c'est un suivi bienveillant. Je parlais tout à l'heure d'équipe exigeante et bienveillante, ça continue aujourd'hui avec la SAT, on se voit de temps en temps, et parfois, au gré du projet, on lui dit « mais t'as pensé à regarder truc, t'as pensé à regarder un tel ». Donc ça continue, ils sont encore là, même si en réalité, ils n'ont plus à être là. Voilà. Donc moi, je vais bien rajouter une autre dimension, c'est aussi l'encouragement des chercheurs à s'intéresser à ces problèmes de transfert. Moi, mon laboratoire a été créé donc, ici à Jussieu en 2012. Tout nouveau laboratoire, un petit peu dans un nouveau périmètre, préfigurant peut-être la future fusion entre les lettres et les sciences, puisque dans le laboratoire, on a les deux. Et là, la SAT est venue en me disant « mais vous faites des choses très belles avec vos instruments, cherchez à les valoriser davantage ». Et ils ont fait eux-mêmes une réflexion très profonde sur le sens que pouvaient avoir ces technologies pour le marché de l'art, interviewant le marché de l'art, et m'apportant à la fin un rapport qui m'a permis de réfléchir et de me dire « est-ce que je pars vers l'entreprise ? Est-ce que je pars vers un autre type de structure ?» Pour l'instant, on est parti vers ce laboratoire commun, qui n'est pas encore la start-up innovante que l'on pourrait éventuellement créer, si on le juge possible dans l'avenir. Mais c'est cet accompagnement aussi des chercheurs, en interne, leur ouvrant des nouvelles voies. Mon micro, visiblement, donne des signes de faiblesse. Je ne m'en étais pas rendu compte, je vous prie de m'excuser. Effectivement, je ne pouvais pas manquer cette occasion de leur adresser un coup de chapeau. Merci infiniment à toutes et tous de nous avoir fait partager cette expérience.